Bon, il y en a des choses à dire. Chaos isn't the pit. Chaos is a ladder. Many who try to climb it fail, never get to try again. The fall breaks them, and some are given a chance to climb, but they refuse. They cling to the realm, or the gods, or love. Illusions. Only the ladder is real. J'ai vraiment pas menti, il y a énormément de choses à dire. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je vais essayer d'aller très rapidement parce que déjà j'en ai marre de parler de House of the Dragon. Je vous jure, j'en ai marre de parler de House of the Dragon. C'est pour ça qu'à chaque fois je poste les vidéos dimanche soir durant la nuit parce que je retarde toujours pour filmer cette vidéo. Et surtout en fait il y a la finale Espagne-Argentine et j'ai envie d'aller regarder. Donc je vais faire très vite. Et oui, comme vous l'avez vu, le décor change parce que je passe l'été chez mes parents. Donc je suis vraiment désolée s'il y a du bruit parce que j'habite dans un quartier qui est très bruyant. Je vais commander un micro pour filmer les vidéos parce que sinon je pense que ça sera très désagréable pour vous. Mais en tout cas, on commence l'analyse, on va faire personnage par personnage. Et je pense qu'on va commencer avec Ormond et Daeron. Alors, Ormond et Daeron, je peux vous dire que ça a été une grosse déception. Et en fait, je suis déçue d'être déçue. Parce que je vous jure que déjà niveau casting, je trouve que les deux sont exceptionnels. Je l'ai déjà dit, mais j'adore le casting de Ormond. Je trouve qu'il incarne super bien son personnage. Il y a d'autres choses que j'aime beaucoup chez Ormond, on va en reparler. Mais alors, je vous disais dans la dernière vidéo que j'avais très hâte de voir le vrai Daeron, de voir sa personnalité. Et j'ai tellement aimé. Déjà, le casting est incroyable. Là, le fait qu'on le voit vraiment, tu vois la ressemblance avec Alicent quand elle était jeune. Il a une tête adorable. Je vous avais aussi dit quand on a vu le faux Daeron que que j'avais beaucoup aimé le fait qu'on voit qu'il est jeune, qu'il a une tête de 14-15 ans. Et ben ça on le retrouve beaucoup aussi chez le vrai Daeron et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Donc j'ai apprécié beaucoup de choses, je vais faire la liste de ce que j'ai apprécié, mais j'ai déjà dit qu'en fait tout a été gâché pour moi avec la dernière scène. Je vais commencer à dire ce que j'aime pour après vous dire là où je trouve qu'il y a des défauts, des failles. Déjà, si on parle purement en termes de duo, donc la relation entre Ormond et Daeron, j'aime beaucoup. Le côté amour mélangé à l'abus, ça c'est exceptionnel. Vous savez, moi ça me fait penser à quoi? Ça me fait beaucoup penser à Réponse et Mère Gothel dans le film Réponse. On a beaucoup ces scènes passives-agressives entre les deux. C'est-à-dire que tu vas voir Mère Gothel qui va lui faire plein de remarques très agressives, mais qui après va dire « Ah, je rigole, mais je t'aime » et qui va la prendre genre le visage entre les mains, qui va l'embrasser. Je m'en souviens très bien, ton anniversaire c'était l'an dernier. C'est tout l'intérêt d'un anniversaire, c'est annuel, ça revient tous les ans. Oh, mère, je vais avoir 18 ans, et ce que je souhaiterais... Oh, ce que je voudrais vraiment pour mon anniversaire, c'est ce que je demande déjà depuis plusieurs années. Réponds, je t'en prie, ne te mets pas à marmonner. Tu sais ce que je pense de ceux qui marmonnent, bla 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 bla. Il n'y a rien de plus désagréable. Je te taquine, tu es adorable. Je t'aime tendrement, chérie. Excuse-moi, tu te laisses aller, ma beauté. Comme je t'aime, je te dis tout. Pareil, j'adore la fameuse scène où on a la chanson où elle lui dit je m'inquiète pour toi, tu ne dois pas aller dehors. Et en fait, la seule chose qu'elle touche, c'est ses cheveux. Ici dans la peur. Je sais pourquoi. Pour qu'il ne t'arrive rien. Donc tout est un peu dans les détails. Tu sens qu'il y a de l'amour dans la relation, mais que cet amour, il est tellement noyé dans l'abus et par des raisons très égoïstes et narcissiques dans cette relation-là. Et je trouve que Ormond ressemble beaucoup à Mère Gothel dans ce sens-là. Mais je trouve que vraiment l'acteur a super bien joué. Parce que il y a des scènes où quand il regarde Daeron, je sens l'amour dans le regard. Et en même temps, je sens l'abus dans les paroles. Je sens le passif agressif. Et ça, c'est super bien fait. Il y a le côté très paternaliste. On voit que Daeron cherche à tout prix à plaire à son oncle, parce qu'en même temps, c'est la seule figure parentale qu'il a eue, vu que ses parents l'ont abandonné quand il était petit. Ça aussi, on en reparlera quand on parlera d'Alicent. Donc ça, j'aime énormément. Il y a ce côté très jeune, très naïf, très influençable, qui veut bien faire, qui veut être à la hauteur de ce que les adultes attendent de lui. Et ça, c'était super, incroyable. 10 sur 10, ça, j'ai kiffé. Sans parler aussi du dragon Tessarion, que moi, j'aime beaucoup. Alors, la scène où Daeron pose sa petite tête sur Tessarion, l'appelant ma girl, qui la rassure, et cette idée d'aller voir son dragon en cachette, le côté très protectrice de Tessarion envers son maître. Donc, à chaque fois que Ormond s'approche pour le toucher, mais elle grogne. Ça, c'était incroyable, parfait. J'ai tellement hâte de voir leur relation dans les prochains épisodes. Donc ça aussi, je mets 10 sur 10, y a pas de souci.
J'ai beaucoup aimé la personnalité de Ormond au début. Moi, il faut savoir un truc, la maison Hightower est ma maison préférée. Voilà, j'adore ce côté un peu ordre, tradition, old money. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, je trouve au début, la personnalité qu'ils ont donnée à quelqu'un qui dirige cette maison et qui vit à Old Town, donc vieille ville, je trouvais que ça très cohérent. Le côté très méprisant, mépris de classe. Le fait qu'il méprise tous ceux qui manquent de culture, qu'il intègre l'intellectualisme partout, même le détail de mépris de classe avec les odeurs. Ça, j'adore ce détail du fait qu'il ne supporte pas les mauvaises odeurs et tout. J'adore le fait que tout semble un peu clean, mais qu'en même temps, le control freak s'accompagne aussi d'une très grande impulsivité. Donc la scène où il pète un câble, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a aimé, moi j'ai plutôt aimé, y a pas de souci, c'est un changement que j'accepte. Je trouvais ça très intéressant. Et puis le mépris de classe, tu le vois avec plein d'autres choses. Hein. Le fait que quand il méprise le fait que le seigneur Baratheon ne sache pas lire, donc il dit au pire envoyez-lui une lettre qu'il pourra comprendre, donc avec des dessins. Vraiment, ça c'était incroyable. J'ai beaucoup aussi aimé. En fait, j'ai aimé que ça se construise au début dans des détails. Le détail de l'odeur. Le détail aussi qu'on nous dit qu'il ne répondait jamais aux lettres de Otto Hightower, et donc il y a ce côté très imbu de lui-même, le fait qu'il place sa maison très au-dessus. Comme le dit le maître Rhaenyra, il y a beaucoup ce côté qui veut régner seul. Il voit Old Town il se voit non pas comme un seigneur qui obéit à la couronne, mais il voit Old Town comme son propre royaume en fait. Pour lui, la puissance des Hightower, la puissance de Old Town, qu'on rappelle, est la plus vieille ville de Westeros. On rappelle là-bas, c'est le siège de la culture, c'est le siège des religieux. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Les Hightower, c'est une très ancienne maison. Si vous suivez mes vidéos ici, je vous ai retracé le règne de Aegon le Conquérant. La taille de la ville, son histoire est telle qu'à la base, quand Aegon le Conquérant fait sa conquête, les gens pensaient que Old Town allait être la capitale du nouveau royaume. C'est pour vous dire. Donc le fait qu'il place tellement sa famille haut, que pour lui c'est inconcevable qu'ils soient soumis à la couronne parce que leur puissance est telle qu'ils devraient être leur propre royaume, ça je trouve ça super intéressant. Sachant que sur TikTok je vous fais des lectures de chapitres et je vous ai déjà lu un chapitre avec Olenna, un personnage que tout le monde adore dans Game of Thrones, mais en fait, faut savoir que les Tyrell, c'est vraiment un peu du cul en fait, le fait qu'ils soient grands seigneurs. Le fait que les Hightower soient leurs bannerets, c'est vraiment de la chance. Revoyez la vidéo Aegon le Conquérant et vous saurez comment les Tyrell ont été les grands seigneurs. Et en fait, c'était juste qu'ils étaient au bon moment, au bon endroit. Rien de plus. Parce que si ça devait être un minimum intellectualisé, ceux qui auraient été les grands seigneurs, ça aurait été les Hightower. Parce qu'encore une fois, ils sont une vieille ville. Ils sont très riches. Ils ont un port. Vraiment, cette dissonance au niveau de la manière dont on va traiter les Hightower, parce que dans les faits, ça reste des bannerets, donc pas des grands seigneurs, enfin dans l'idée, mais dans les faits, on va les traiter comme des grands seigneurs. Ça me fait penser sous le règne de Jaehaerys, à un moment, il cherchait un nouveau maître des finances, et donc le livre nous dit qu'il a commencé à chercher chez les grands seigneurs, et parmi ces grands seigneurs, il cite les Hightower. Et une fois qu'il a éliminé tout le monde, il dit bon, je vais aller chercher chez les bannerets. C'est pour vous dire comment les Hightower sont considérés. Et c'est la même chose du fait qu'eux-mêmes ont leurs propres vassaux. Les Hightower, ce n'est pas rien. Donc tous ces petits détails, ok, pas de souci, j'ai adoré. Mais encore une fois, pour moi, je ne demande pas à ce que la team verte, on nous dise « Oh, ils sont pas méchants ». Bien sûr qu'ils le seront. Bien sûr qu'ils vont commettre des crimes atroces. Il n'y a pas de souci. Ce que je dis, c'est que je n'ai pas envie d'avoir une écriture caricaturale. Je n'ai pas envie que vous nous dites des gens pas bien. En fait, il y a écrit « diable » sur leur front et ils se baladent et ils commettent les pires atrocités dans les rues, en fait. Ils voient quelqu'un dans la rue, ils les giflent. En fait, je n'aime pas ce côté noir ou blanc. Je n'aime pas ce côté caricatural. Surtout quand ce côté caricatural est accentué avec la team verte et la team noire. Et en fait, c'est exactement ce que fait la scène de fin. Et je trouve ça tellement dommage parce que ils avaient construit un truc qui était pas mal jusque-là. Par exemple, la scène où Ormond Hightower rend justice au début et il condamne effectivement le chevalier qui a violenté une femme, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que ça te montre que les méchants, c'est pas tout ou rien. En fait, encore une fois. Mais est-ce que ça va changer le fait que Ormond Hightower abuse de Daeron? Est-ce que ça va changer le fait que Ormond Hightower va commettre des crimes de guerre? Non, parce que encore une fois, les gens pensent que des méchants sont méchants tout le temps en fait. Que dans leur interaction, ils sont exécrables. C'est faux, tu peux avoir une personne qui est très gentille avec son cercle d'amis, qui parfois peut être juste, et ça ne va en rien enlever les crimes et les abus qu'il a commis. Et ça, c'est nuancé, d'accord? Quand à la fin, tu me dis
que Hormoon Hightower va aller tuer un pauvre petit chevalier de merde qui ne représente absolument pas une extinction de la couronne comme il le dit, je trouve ça hyper caricatural. C'était absolument pas nécessaire cette scène-là. C'est vraiment, mais je sais pas si on se rend compte à quel point il refuse que les spectateurs s'attachent ne serait-ce qu'une seconde à un personnage de la Team Verte. C'est quand même dingue. Comment tu peux nous écrire une scène où Hormoon Hightower va punir un mec qui a osé défendre sa sœur d'un viol? Et comment tu veux que les spectateurs puissent instaurer de la nuance? C'est tellement horrible, c'est tellement exécrable. Et en fait, c'est tellement caricatural. Et j'ai l'impression de regarder Dark Vador. Sans oublier, encore une fois, qu'on a eu une énième scène d'agression sexuelle. Là, je trouve que ça fait beaucoup. C'est le 4e épisode et c'est la 4e fois qu'on a des scènes d'agression sexuelle. En fait, ça va être quoi? Chaque épisode, ça va être une scène d'agression. Et encore une fois, je vous vois venir tout le temps, ceux dans les commentaires. Oui, mais c'est la réalité. À cette époque-là, il y avait des femmes qui se faisaient agresser. Déjà, à notre époque aussi, il y a plein de femmes qui se font agresser. Et puis, bizarrement, le réalisme, c'est que quand ça vous arrange. Et c'est que quand ça les arrange à eux. Parce que pour montrer des femmes avec des poils, là, il n'y a plus personne. D'accord, merci. Pour montrer la réalité des nobles, là, il n'y a plus personne. Parce que pour montrer aussi que les femmes nobles avaient un poids dans les décisions politiques, là aussi, il n'y a plus personne. Ils ont complètement supprimé tout ça. Pour montrer, en fait, que les nobles n'ont rien à foutre du peuple, voilà, et qui pensent qu'à leur pouvoir, qu'à leur gueule, là aussi, il n'y a plus personne. Ah ben non, Rhaenyra, c'est qu'une victime de toutes les circonstances. On en reparlera dans cette vidéo. Par contre, pour mettre des femmes qui sont agressées sexuellement chaque épisode, ah là, mais non. Là, le réalisme, il est nécessaire. Alors que, encore une fois, on pouvait arriver au même résultat. On pourrait arriver à une dispute entre les hommes des Hightower et la famille de la femme de Hugh sans pour autant ramener une agression sexuelle. C'était possible par exemple de créer des conflits autour de la nourriture, de dire qu'il y a une pénurie de nourriture, ce qui est normal puisqu'il y a un siège en fait là-bas, et que du coup les chevaliers abusent de leur pouvoir et ne laissent rien pour les familles qui les hébergent en fait. Et ça aurait pu créer des disputes qui auraient pu dégénérer en bagarre. Et en fait, on arrive au même résultat. On arrive à une histoire qui est soumise à Hormoon Hightower. Et Hormoon Hightower qui doit rendre justice. Est-ce qu'il était encore nécessaire d'ajouter une agression sexuelle? Alors que, encore une fois, si c'était la seule agression sexuelle, les fans n'auraient pas ouvert leur gueule. Le truc, c'est que cette agression sexuelle, elle se situe après une multitude d'autres agressions sexuelles. S'il vous plaît, quoi. Et encore une fois, on va souligner, comme j'ai souligné pour l'épisode 2, c'est encore bizarre que toutes ces scènes d'agression sexuelle ne se déroulent que du côté de la Team Verte. Ah ben, pour le réalisme, on repassera également. C'est tout le temps quand c'est quelqu'un de la Team Verte qui est impliqué qu'il va y avoir une scène d'agression sexuelle. Et ne me lancez même pas sur le You Hightower, donc lâchez-la, bande de Hightower, mais si ça c'est pas le summum de l'écriture cliché, si ça c'est pas les scénaristes qui vous prend un mégaphone et qui vous dire les Hightower sont méchants, ne soyez pas du côté de la Team Verte. Mais qui dit ça? Qui est en train de se faire agresser, qui dit lâchez-moi, bande de Hightower? Mais qui dit ça? Ça m'a tellement sorti du truc en regardant. Surtout que le problème, c'est pas que juste on peut pas nuancer des personnages, qu'on peut pas nuancer les gens de la team verte. C'est aussi le fait que toutes les critiques du coup que Hormoon va émettre, elles vont complètement être discréditées. Donc le fait que Hormoon émet une critique sur la dynastie Targaryen, leur impunité, leur hypocrisie, le fait que ce sont des brutes et tout, tout ça c'est mis de côté par le fait que ce mec a littéralement encore une fois punir un gars qui a défendu sa sœur qui allait se faire violer. Je ne sais pas si on se rend compte de l'absurdité du truc. Et même l'explication que les scénaristes ont essayé d'intégrer ne fait pas sens. C'est pas du tout un petit chevalier de merde dans lequel ils ne connaissaient même pas le nom qui représente en fait les Hightower. Ce n'est même pas ça en fait. Parce que si c'était le cas en plus, ils ne l'auraient pas puni en public. Il y a aussi des trucs où je suis un peu gênée, où je trouvais que soit ça pouvait être plus poussé, soit ça pouvait être plus nuancé. Vous savez, même quand Alicent décrit Hormoon, il y a vraiment ce truc que, et moi c'est ce que j'aime beaucoup chez les Hightower, encore une fois, très tradition, très dans l'image, dans la culture, old money. Donc il y a ce certain un peu religieux, donc attaché aux coutumes, aux mœurs, vous voyez. Donc moi je trouve déjà, excusez-moi, même si pour mes yeux c'était pas désagréable, je trouve ça un peu incohérent que Hormoon Hightower se lève tout nu devant une femme. Pour quelqu'un qui justement en façade veut dire qu'il est très attaché aux mœurs, je trouve ça un peu incohérent.
Pour moi, encore une fois, c'est comme la critique que j'émettais sur Christian Cole. Le fait qu'on veut faire très cliché. Alors que Christian Cole, moi j'accepte que c'est un mec qui peut être hypocrite avec les femmes. Mais pour moi, c'est un mec qui va se donner un genre de galanterie, qui ne va justement pas insulter les femmes, qui va justement les défendre, qui va aller punir les violeurs dans l'image. Mais ça ne veut pas dire qu'au fond, ce soit un féministe. C'est comme quand vous avez Damon dans la saison 1 et le premier épisode qui va dans les rues et qui, coupe les mains et les autres parties des violeurs, ça ne fait pas de Damon un féministe, ça ne fait pas de Damon un grand défenseur de la cause des femmes. Et on était totalement capable de le comprendre, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, je trouve que Hormound aurait eu ce genre de respect en façade, ce côté très... Voilà. Donc je ne pense, pour moi, Hormound ne se serait pas mis nu devant une femme qui n'est pas la sienne en fait. Et surtout, devant une noble. Je trouve pas ça cohérent en fait. Et je trouve aussi qu'il y avait une occasion très ratée. Parce que, encore une fois, on parle de Hormound Hightower. On parle du coup de quelqu'un qui est très attaché aux Andals, c'est lui-même qui le dit, qui est très attaché à la religion. Donc aux lois également. Enfin, encore une fois, Old Town, donc le lieu où il y a les maîtres, le lieu où il y a la religion. Ok, alors pourquoi rater cette occasion? Que quand Hormound Hightower dit « Vous avez ployé le genou face à... » l'usurpatrice, donc Rhaenyra, la femme lui répond « Non, nous avons ployé le genou parce que c'est la reine. » Pourquoi il sort une phrase ultra cliché, quoi, une phrase que Aemond aurait dit c'est la reine ou c'est la reine des putes et des bâtards, s'il vous plaît? Alors que justement, ça aurait été le personnage parfait pour rappeler les lois. Les lois, en tant que personne qui est attachée à la culture des Andals, et donc les lois des Andals, je rappelle que la loi qui précise que c'est le fils qui doit toujours venir avant la fille, est une loi des Andals, une loi que Aegon le Conquérant a confirmée, mais elle provient bien d'eux en fait. Pourquoi avoir fait toute une scène de fin ultra cliché, voilà, mais pas avoir mis cette nuance-là en fait? Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la caractérisation que vous voulez donner à Hormound? J'ai l'impression encore une fois qu'il pick and choose, il prend certains éléments pour les exagérer, en faire un truc hyper caricatural, mais si c'est pour aller au bout de ce qui est censé être un Hightower, si on prend tout le contexte, donc de leur ville, du fait qu'ils sont hyper attachés à la religion, aux lois, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et mentionner justement que Aegon aurait une légitimité auprès des lois? Mais je n'arrive pas à croire qu'on est à la saison 3, à l'épisode 4, et que ça n'a jamais encore été une fois mentionné. C'est dingue, je suis désolée, c'est dingue. À la limite, vous voulez pas mentionner les lois et les traditions, mentionnez au moins le conseil de 101. Ça date pas de si longtemps que ça. Et en plus, vous l'avez mentionné dans le premier épisode de la saison 1. Je trouve ça vraiment très dommage, parce que s'il y avait un personnage qui pouvait le mentionner et que ça passait, à ce moment-là de l'histoire, avec toutes les conneries qu'ils ont inventées, c'était Hormound. Bref, en tout cas, je suis beaucoup moins énervée, beaucoup moins virulente que sur mes autres vidéos, parce que j'avais déjà pété un câble un peu sur TikTok, et là on est une semaine après l'épisode, donc j'ai eu le temps de redescendre, on va dire, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup déçue du fait qu'ils aient encore une fois bien construit les choses, parce que les gens pensent qu'on est énervé juste parce qu'il y a des changements par rapport au livre. C'est faux. Là, le début était bien construit, j'ai bien aimé la personnalité qu'ils ont donnée à Hormound et Daeron, et puis à la fin, on retourne dans la surutilisation des agressions sexuelles, on retourne dans le cliché méchant et gentil, et notamment, oh, les méchants de la team verte. C'est très caricatural, c'est très gamin, et honnêtement, d'une série qui est HBO, qui est dans l'univers de Game of Thrones, on attend beaucoup plus que ça, on attend beaucoup plus de nuances. Sans oublier aussi que j'étais très contente parce que je pensais enfin qu'on allait avoir quelqu'un de la team verte, et non. Parce que je rappelle qu'il n'y a toujours pas de team verte à ce moment-là. Ça devait être Alicent, non. Puis je me suis dit Aegon et Aemond, non. Otto, non. Et maintenant Hormound aussi n'est même pas de la team vert, puisque en fait il essaye tout simplement de faire en sorte que Daeron trahisse ses frères et qu'il revendique le trône pour lui-même. Donc en fait on n'aura jamais de team verte. Parlons de Rhaenyra cet épisode-là, et je crois honnêtement que c'est l'épisode où je l'ai vu le plus enchaîner des décisions bêtes. La première chose que j'ai trouvé très bête de sa part, c'est de réunir son conseil, qui est composé de 2 personnes, c'est très pathétique, et de demander pourquoi est-ce que Hormound Hightower serait aussi intéressé par Tumbleton. Tu te demandes pourquoi ton principal ennemi de la Team Verte, serait intéressé par la ville qui est la plus proche de la capitale, et qui constitue donc le dernier rempart à la capitale qui est le symbole de ton pouvoir et de ton règne. Tu te demandes vraiment pourquoi? Mais je vous remets la carte, mais
la capitale et Tumbleton sont vraiment très proches. C'est genre le défi. Si Ormond arrive à s'emparer de Tumbleton, c'est fini pour Rhaenyra. Donc je ne comprends pas ce qui te choque, surtout que tu sais que Aemond est dehors avec Vhagar. Moi, instinctivement, je me dis que le plan des Hightower, de la Team Bert, c'est que Aemond aille les rejoindre à Tumbleton. Genre, c'est quand même une conclusion, c'est quand même la première hypothèse que t'es censé faire. Et c'est une hypothèse qu'elle n'aimait même pas durant son conseil. Et je ne comprends pas pourquoi c'est pas mentionné. N'importe quel imbécile aurait pensé à ça. Vous savez, ça me fait un peu penser durant la saison 2 de la bataille de Rookcrest, c'est-à-dire qu'on a le Conseil des Noirs qui se réunissent et qui se dit « Ah, mais c'est bizarre, ça doit être un piège ». Ils le disent littéralement que Rookcrest a l'air d'être un piège de la part de la Team Bert. Et vous savez ce qu'ils font ? Juste, ils foncent dans le piège. En fait, tu sais que c'est un piège. La première chose, qu'est-ce qui pourrait être le premier piège ? Tu te doutes bien que Daeron est trop loin pour être à Rookcrest. Normalement, tu te dis, ils vont pas envoyer Aegon, et certainement pas Helaena. Donc la première personne que tu dois penser qui est sur le champ de bataille à Rookcrest, c'est Aemond, et donc Vhagar. Comment ça se fait que du coup, tu sais qu'il y a un piège, et du coup, la possibilité que Vhagar soit là-bas, et que ta seule solution, c'est d'envoyer Rhaenys toute seule. Mais là, c'est la même chose. Parlons du plan quand même de Rhaenyra, c'est le fait qu'elle va écouter ce que lui dit le maître Orwyle de juste envoyer son armée à pied, sortir les Hightower un à un des maisons. Rhaenyra, il y a qui à Tumbleton ? Il y a Ormond et Daeron. Daeron n'a-t-il pas un dragon ? N'as-tu pas envoyé dans le dernier épisode des maîtres de dragons pour aller récupérer tes Tessarions ? Ne sais-tu pas qu'il y a Daeron à Tumbleton puisqu'on t'a donné un faux Daeron ? Donc toi, tu penses que Ormond, Daeron et Tessarion vont juste regarder l'armée sortir un à un les gens des maisons. Tu penses pas qu'ils vont utiliser Tessarion et qu'ils vont brûler ton armée ? Pourquoi c'est pas mentionné ? Genre comment tu vas faire du coup pour contrer le dragon de Daeron ? Là, t'as juste expliqué comment tu ne vas pas utiliser tes dragons, mais t'as pas expliqué en quoi Ormond, lui, va s'empêcher d'utiliser le dragon qu'il a à sa disposition. Donc je ne comprends pas. Il y a plein de choix comme ça, durant cet épisode-là, où je suis en mode point d'interrogation. Le dernier choix aussi très bête qu'elle fait durant cet épisode-là, c'est de nommer Torren Manderly comme maître des finances. Alors je veux bien que cette personne t'a énervé durant le dernier épisode et que tu as envie de te venger. Très bien, mais tu ne peux pas placer n'importe qui dans un poste aussi important. Rhaenyra, c'est pas possible. Tu ne peux pas placer une personne que tu ne connais pas et dont tu as nullement confiance dans ce poste-là. Ce mec-là peut littéralement te voler. Ce mec-là peut littéralement te faire croire qu'il va investir l'argent quelque part et le faire ailleurs. Tu lui donnes une des professions les plus importantes pour ton règne. Et toi-même, tu le sais, parce que tu sais que c'est une profession qui peut mettre en colère la population. Je rappelle, par exemple, dans la saga principale Game of Thrones, vous savez, Littlefinger piège Catelyn Stark pour lui faire croire que c'est Tyrion Lannister qui a défenestré Bran. Ce qui fait que, voilà, Catelyn Stark va arrêter Tyrion, mais Tyrion va s'en sortir et il va revenir à la capitale. Quand il revient à la capitale dans les livres, Tyrion Lannister est complètement conscient que c'est Littlefinger qui l'a piégé. Il le sait. Donc t'as des grosses scènes où Tyrion Lannister est au conseil, et il y a Littlefinger, et en fait il regarde et il se dit dans sa tête, ce sale bâtard. C'est à cause de lui là que j'ai passé une nuit là, au Val. Une des pires cellules qui existent. Il le sait. Et en fait, dans sa tête, il essaye de réfléchir à comment est-ce qu'il pourrait se venger de Littlefinger, comment est-ce qu'il pourrait le punir. Et en fait, il arrive à une conclusion qui est glaçante, c'est le fait que même en tant que Lannister, alors que sa famille est la famille royale, il ne peut pas punir Littlefinger, parce que en mettant Littlefinger au poste de maître des finances, il a acquis une trop grosse importance. Il a créé des relations avec tous les commerçants qui étaient importants, qui fait qu'en fait, il ne pouvait pas se débarrasser de lui aussi facilement. Le pouvoir qu'est en train de donner Rhaenyra à un homme qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne peut nullement faire confiance à ce stade-là de la série, juste pour se venger, me paraît affolant. Ça me paraît affolant. Ce que je viens de dire là, attention, c'est pas une critique de la série House of Dragon. Un personnage peut être très con sans que ce soit une incohérence scénaristique, voilà. Mais c'est vrai que je trouve ça bizarre par contre que personne ne le dise dans son conseil. Après vous me direz, la Team Noire est très conne dans les livres aussi, ça je l'ai souligné plusieurs fois, ils ont une stratégie à chier. Je peux même faire toute une vidéo sur la stratégie de la Team Noire dans les livres.
et à quel point elle était nulle en fait. C'est d'ailleurs une des principales raisons pour laquelle je ne suis pas team noir dans les livres. Je ne peux pas être avec du côté d'une team aussi bête, c'est pas possible. Par contre, au niveau de la série, ce que je trouve très dommage, c'est encore une fois de dépeindre toutes les conséquences politiques, enfin des décisions politiques de Rhaenyra comme étant un malentendu, qui n'est pas de son ressort, pas de sa faute. En fait, c'est en train d'instaurer petit à petit le fait qu'en fait elle ait posé Torrhen, j'allais dire Stark, Torrhen dernier à cette position pour que en fait tout ce qui va découler du fait du coup qu'il va imposer des taxes très 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 lourdes sur le peuple, ben en fait elle va se dire mais moi je t'ai jamais demandé ça, pourquoi t'as fait ça? Du coup le peuple m'en veut pour une décision que je n'ai pas prise. Je le vois venir, voilà, gros comme le nez. Et pareil, le fait que à la fin de l'épisode, on a la City Watch qui va brutaliser le peuple parce que ça a écrit un tag veut la reine des bâtards. Et que là, encore une fois, on va avoir Rhaenyra qui va dire mais je vous ai jamais demandé de brutaliser le peuple et tout ça, c'est pas ce que je voulais. Moi je voulais juste que vous trouviez les coupables et que vous cessiez en fait les tags, mais je vous ai jamais demandé de les brutaliser. Encore une fois, je le vois, c'est en train d'être instauré le fait de dédouaner Rhaenyra pour toutes les futures conséquences politiques. Et je trouve ça dommage. Il y a certains trucs que j'attends d'en voir plus tard avant de critiquer maintenant parce que ça se trouve c'est pas du tout des incohérences. Parce que moi j'admets totalement qu'un personnage peut être lui-même contradictoire sans que ce soit une incohérence au niveau de la série. Ça existe, on est tous contradictoires parfois. Mais tu sens quand c'est un scénario qui est mal écrit, qu'il y a des failles, ou quand c'est un personnage qui lui-même est pris entre deux idéologies. Et par exemple, son rapport avec son père Viserys, là, je ne pense pas que ce soit une faille scénaristique. Du coup, j'attends vraiment de voir comment ça avance, parce qu'on a parfois une Rhaenyra qui est très en admiration devant son père, Viserys, qui cherche vraiment à s'inspirer de lui. Par exemple, dans le dernier épisode, elle était en mode « Que ferait mon père durant cette situation ?» Pareil, là, on a une discussion entre elle et Aline, et elle parle de son père, et on voit vraiment qu'elle a une admiration pour lui. Elle dit « Moi, je suis quand même fascinée par le fait que mon père ait réussi à avoir une certaine balance durant son règne, alors que nenni, Viserys était un roi à chier. » Je crois que c'est la prochaine analyse personnage qui arrive. Non, peut-être Christian Cole avant, mais... en tant que spectateur, on sait très bien que Viserys était juste quelqu'un qui mettait tous les problèmes dans le placard et que c'est juste que le placard a explosé après sa mort, mais c'est pas juste qu'il a géré les choses, il a enterré les choses. Ce n'est pas la même chose. Mais en même temps, t'as la scène où t'as le maître Orwyle qui essaye de prendre, vous savez, les petites boules là pour le conseil, et il lui dit non, ça c'est partie d'un règne précédent, d'un règne qui est mort. Donc je trouve ça très bizarre. Dans un sens, elle essaye de nier le règne de son père, et en même temps, elle a une sorte d'admiration pour Viserys. Et ça, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner dans les prochains épisodes, si ça va être encore plus développé ce rapport avec son père, ce rapport assez conflictuel qu'elle a elle-même avec la mémoire qu'elle a de Viserys. Pareil, assez déçue sur sa réaction par rapport à Corlys, le fait que c'est à peine mentionné, aucune colère de sa part, aucune potentielle sanction de sa part du fait qu'il ait crié sur elle, qu'il ait dit devant sa cour que ses enfants sont des bâtards, surtout qu'elle vient à peine de perdre son fils Jace à ce moment-là. Je trouve ça assez bizarre, ce manque de réaction de sa part, je trouve ça inexplicable même. Par contre, j'ai assez bien aimé la scène où elle pense avoir face à elle la tête du meurtrier de son fils Jace. Donc vous savez, le simple berger que Clegane a brûlé vif alors qu'il était complètement innocent. Il m'a fait beaucoup de peine d'ailleurs. Mais vraiment, encore une fois, le jeu d'acteur d'Emma est juste incroyable. Quand on la voit, les larmes aux yeux... Vraiment, même sa petite réaction, en fait, elle a un côté très enfant à ce moment-là, mais moi je trouve ça assez touchant quand Daemon la regarde et me dit bah quoi en fait tu voulais genre le punir de toi-même, et que elle le dit même pas à voix haute, juste elle hoche la tête parce que je pense qu'elle-même elle réalise pas et qu'elle a même un peu honte de l'avouer, mais ça fait partie de son deuil, le fait qu'elle ait besoin de expulser cette colère, colère qui encore une fois pour moi n'est toujours pas ressortie. Donc je suis très curieuse en fait de voir ses réactions quand elle va apprendre que Daemon l'a menti et que justement il ne lui a pas permis d'aller au bout de son deuil, et je pense que c'est à ce moment-là que sa colère va éclater. Donc cette scène-là où elle découvre la vérité par rapport à Daemon, par rapport au meurtrier de son fils, même si pour moi Rhaena n'est pas la meurtrière de Jace, ça je suis très curieuse et j'attends vraiment les scénaristes au tournant sur cette scène-là. Parlons maintenant de deux arcs que j'ai beaucoup aimés durant cet épisode-là. L'arc de Aegon, encore une fois, ça se construit petit à petit, mais pour l'instant, ça a l'air très très bon. J'avais une petite inquiétude. Ma plus grosse peur, c'était vraiment qu'il rate Sunfire. Je suis un peu rassurée, honnêtement. J'ai posté une vidéo sur TikTok et on m'a dit « T'es bien naïf, Ryan Condal m'a encore tout raté. » Faut savoir que moi, je n'ai aucune foi en Ryan Condal, je n'ai aucune foi en cette série-là. Mais je pense que c'est
difficile pour eux de rater Aegon. Franchement, s'ils ratent Aegon à ce moment-là de la série, ah purée. Après vous me direz, comme j'ai dit en début de vidéo, ils avaient réussi Hormoon et Daeron, et puis à la fin, voilà, on est rentré dans du cliché complètement. Mais en fait, moi j'avais vraiment peur que... Déjà, on va répondre à une question, Sunfire est vivant. Ok, je ne vous dis pas ça parce que, oh, dans les livres, elle est vivante. C'est juste que, en fait, si vous avez regardé un minimum de séries dans votre vie ou un minimum de films, vous avez tous les indices pour savoir qu'il est vivant. Si au bout d'un moment on vous répète 15 fois qu'un personnage est censé être mort, c'est que vous savez bien qu'ils essayent de vous instaurer juste un effet de surprise. Le fait qu'on voit Maëlys en décomposition mais que Sunfire va très bien, un autre indice. Le fait que c'est littéralement dit par le personnage de Aegon, non, il est vivant, je le sais, voilà. C'est bon, on peut tous être d'accord sur le fait que Sunfire est vivant, qu'ils ne vont pas changer cela dans la série. Ok, très bien. Moi, ma seule inquiétude, c'était que juste Aegon allait retrouver Sunfire et que d'un coup Sunfire allait se lever et youpi, tralala, les retrouvailles. Alors que dans les livres, on a vraiment ce côté instinctif. Le livre te dit que, quand même, on a l'impression que Sunfire a senti la détresse de son maître et qu'il est parti vers lui à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas perdre. Enfin, Sunfire fait partie de mon top 3 des dragons préférés. Mes 3 dragons préférés dans cet univers-là, c'est Sunfire, Dreamfire et Viserion. Et ça faisait vraiment partie du fait que j'aimais beaucoup Sunfire, avec tous les symboliques qu'il y a autour de ce dragon. Et là, le fait qu'en fait, on a vraiment Aegon qui le traite comme son fils, quoi, qui pose sa tête sur lui, qui pleure, qui l'appelle My Boy, qui lui parle en valyrien, alors qu'on sait que c'est pas une langue qu'il maîtrise, mais qui fait cet effort-là pour son dragon. Ah, j'adore. Ah, le lien qui a été construit durant cet épisode-là, c'était bien fait. J'aime me dire que là, du coup, Sunfire a senti la détresse, la solitude de Aegon, son désarroi, le fait qu'il avait besoin de lui et que du coup, dans les prochains épisodes, il y aura une scène où Aegon sera en danger, sera plus bactère et qu'à ce moment-là, Sunfire va ressurgir et va le sauver. J'ai tellement hâte. J'étais tellement hâte. Et c'est pour ça que je ne suis pas en colère de l'humiliation que subit Aegon. Je sais qu'il y en a qui sont très en colère du fait d'enterrement qu'il est obligé d'embrasser une chaussure pleine de merde. Ça ne me dérange pas si le comeback est à la hauteur de l'humiliation. En fait, pour moi, c'est un risque que prennent les scénaristes par contre. Plus l'humiliation est grande, plus le retour de Aegon doit être grandiose. Donc ils n'ont pas intérêt à se louper à ce niveau-là. Mais peut-être me diriez-vous qu'il y a encore une partie de Mimi qui est très naïve, mais j'ai vraiment envie de croire que ce comeback ne va pas être raté et qu'ils vont vraiment réussir. En tout cas, pour l'instant, tous les éléments indiquent que ça va être une réussite. Je ne peux pas le critiquer à ce moment-là de l'histoire. Ce que je trouve encore une fois réussi pour l'instant, c'est Ulf. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, excusez-moi, je mets ma casquette arrogante, mais j'avais raison depuis l'épisode 1 sur mon analyse de Ulf. Quand je vous ai dit qu'il y avait un parallèle à faire avec la prostitution de Ulf quand il était jeune et le fait qu'il est maintenant la propriété de la Team Noire, qui a vraiment... Je crois même que je vais vous mettre des extraits de ce que je disais dans ma toute première vidéo de l'épisode 1. J'avais dit qu'il y a cette idée que son corps ne lui appartient plus comme lorsqu'il se prostituait à l'époque à cause de sa précarité, puisque maintenant son corps ne lui appartient plus, il appartient à Rhaenyra, à la Team Noire. User de son corps, ils vont user de sa vie comme bon leur semble. Que justement, l'homme manipulait Ulf en utilisant beaucoup ses origines, en disant qu'il avait le sang du dragon, qu'il était spécial. Excusez-moi, mais on peut littéralement faire un parallèle avec Rhaenyra. Le fait que on va littéralement instrumentaliser son origine, son arbre généalogique, pour l'utiliser comme un objet. C'est ce que va faire Rhaenyra. Quand Rhaenyra lui demande de prendre des dragons, il allait mourir pour elle, c'est plus qu'être un objet. Elle l'utilise. Littéralement, son corps n'appartient plus à Ulf, il appartient à la bataille de Rhaenyra. Moi, j'y vois un parallèle clair. Et c'est littéralement dit par Rhaenyra. Donc encore une fois, j'avais raison. Désolée, je me permets d'être arrogante. J'avais raison. Quand elle lui dit « ton ventre n'est pas le tien, c'est le mien, ton corps est le mien », et littéralement, elle lui dit « tu vas être enfermé au royaume, je ne t'autorise plus à sortir, à part pour aller à la fosse à dragon, pour prendre ton dragon et aller accomplir ton devoir, donc mettre ta vie en danger. » Et je répète, c'est à cette personne-là que vous demandez d'être reconnaissant. Vous lui demandez d'être reconnaissant, d'être l'esclave de Rhaenyra. En fait, c'est tellement dingue que les gens, encore une fois, n'ont pas réussi à avoir la critique sociale, qui est encore une fois une des seules en plus que les scénaristes ont intégrée. Donc, autant le souligner, ils l'ont fait cette fois-ci. Et je répète, c'est un changement par rapport au livre, et c'est un très bon changement. Et non seulement vous n'étiez pas capable de voir, certains n'étaient pas capables de voir la critique sociale, et aussi n'étaient pas capables de voir que c'est Ulf qui arrange Rhaenyra, c'est Hugh et Ulf, que si des personnes devraient être reconnaissantes envers d'autres, c'est Rhaenyra et la Team Noire qui devraient être reconnaissantes envers Hugh et Ulf d'avoir changé la donne pour la Team Noire dans cette guerre.
d'accord? Sans eux, ils n'ont aucune chance, déjà. Déjà qu'ils ont très peu de chance, mais alors sans eux. Par contre, j'avoue que Hugues, oula, je le sens venir gros comme le nez, au milieu de la figure, que en fait, Hormone Hightower va comprendre que la femme de Hugues est dans l'asile et qu'il va juste l'utiliser comme moyen de pression, de chantage, pour que Hugues change de camp. Parce que là, je ne vois pas quelle raison pourrait pousser Hugues et Ulf à trahir Rhaenyra plus tard. J'ai vraiment l'impression que pour Hugues, ça va pas être de sa volonté, qu'il n'aura juste pas le choix. Ulf, par contre, voilà. C'est pour ça que pour l'instant, je trouve que le développement de Ulf est beaucoup plus intéressant que celui de Hugues. Parlons de Christian Cole. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce personnage-là. En fait, je trouve qu'ils essayent de faire des choses à Christian Cole, en tout cas de lui faire porter un message qui ne marche pas. Par exemple, je pense que la prochaine vidéo sera une analyse de Christian Cole, si je pense qu'il va se passer ce que je pense dans l'épisode prochain. Voilà, je pense que, voilà, il va arriver quelque chose à Christian Cole dans l'épisode prochain. D'ailleurs, de certaines personnes, l'acteur qui ressort le plus dans l'épisode prochain, c'est Christian Cole. À Skip, il y aura une très très bonne performance de la part de l'acteur. J'aimais beaucoup Christian Cole de la saison 1. Je ferai cette vidéo analyse, promis, je vais la poster. Je trouvais que le message était très bien exploité. Sa condition sociale était très bien exploitée. Elle était directement liée à son honneur. Encore une fois, modification des scénaristes dans la saison 1. Et c'était très bien amené dans la saison 1. Ça expliquait très bien sa colère envers Rhaenyra. Ce qui fait que pour moi, quand il dit qu'il n'y a pas de place dans cette société pour lui tant que Rhaenyra règne, c'est pas juste parce que je suis un traître à la couronne. C'est parce que Rhaenyra est vraiment celle qui représente son déshonneur, du fait que c'est avec elle qu'il a couché et que donc il a rompu ses vœux. D'accord ? Bien évidemment, cette idée a un impact qui est moindre avec le fait qu'ils ont rajouté cette histoire de fesses avec Alicent. Histoire de fesses qui d'ailleurs, à part à rendre Alicent hypocrite et Christian Cole un incel, n'a servi à rien. Est-ce qu'on vous reparle de cette idylle entre Christian Cole et Alicent ? Est-ce que Christian Cole fait référence à Alicent durant la saison 3 ? On est à la moitié. Est-ce que Alicent fait référence à Christian Cole dans la saison 3 ? Encore une fois, on est à la moitié de la saison. Non. Cette histoire de fesses, encore une fois, n'a servi qu'à dire que Alicent est hypocrite et que Christian Cole est un incel. Très bien, merci. Vous avez juste gâché ce que vous essayez de transmettre à travers le personnage de Alicent et de Christian Cole dans la saison 1. Et en fait, je trouve que la différence qu'il essaye d'instaurer entre lui et Gwen ne marche pas, parce qu'à un moment, il dit à Gwen, tout ça n'est qu'un grand jeu pour toi, en gros, pour vous, les grands nobles. Moi, je ne suis pas un noble, moi, ma place, elle est nulle part ici. Mais en fait, je suis désolée, mais c'est la même chose pour Gwen, c'est pas parce que c'est un Hightower que tout va très bien se passer pour lui. On rappelle, c'est pas un spoil, mais dans les livres, Gwen est déjà mort à ce moment-là. Ils ont changé son destin dans la série. Donc ça te montre bien que même pour quelqu'un comme Gwen, ce n'est pas juste un jeu. Il y a littéralement sa vie qui est en danger. Pour lui aussi, tant que Rhaenyra règne, il n'est plus safe en fait. Il va mourir. S'il se fait attraper, il se fait exécuter pour traîtrise. Donc non, je ne comprends pas l'intérêt des scénaristes d'instaurer une si grande différence entre les deux. Dans les faits, ça ne marche pas. Gwen était censé être présent à la capitale lors de la prise de la capitale par la Team Noire, et il se fait tuer à ce moment-là. Donc lui aussi met sa vie en danger. Je ne comprends pas ce discours de Christian Cole, honnêtement. Voilà. Après, il faut savoir qu'ils ont échangé. Normalement, le rôle de Gwen dans cette scène, c'est Christian Cole, et le rôle de Christian Cole, c'est Aemon. Je sais pas si vous comprenez. En gros, dans les livres, à ce moment-là, ils arrivent à Harrenhal ensemble. Donc Aemon arrive avec Christian Cole. Et ils se rendent compte que, en fait, ils se sont fait complètement berner, quoi, que Aemon a profité de leur absence pour aller prendre la capitale. Aemon est fou de rage, donc là, il exécute les Strong. Et à ce moment-là, c'est Christian Cole qui dit à Aemon, écoute, on va rejoindre ton frère d'Eren dans le sud, voilà, on va joindre nos forces à les siennes, et avec 2 dragons, on pourra, récupérer la capitale. Ce qui est un très bon plan, en soi. Moi, je pense qu'ils auraient très bien pu réussir. Et en fait, tu as Aemon qui dit, non, moi, je reste. Qui est très con. Pour moi, de toute façon, je l'ai toujours dit, Aemon, c'est celui qui a causé la chute de la Team Verte, voilà. Du coup, ce délire, non, on reste, il est donné à Christian Cole. Et le délire de non, on doit aller au sud, rejoindre les Hightower, est donné à Gwen. Donc je suppose que l'épisode prochain, ils vont se séparer tous les deux. Honnêtement, je n'ai pas grand chose à dire sur Christian Cole. Je trouve son personnage vide. Je pense qu'on en parlera beaucoup plus la semaine prochaine quand l'épisode sera sorti. Parce que je pense qu'il y aura des scènes de Christian Cole durant cet épisode-là. Maintenant, parlons de Daemon durant cet épisode-là. On a 2 scènes de Daemon. On a Daemon et Jane, Daemon et Rhaegar. On va commencer avec Daemon et Jane Arryn. Pourquoi il n'y a personne dans le Val ?
Sincèrement, j'aimerais vraiment qu'on me réponde à cette question. Pour moi, c'est une honte. Hein. Vous allez dire, non, mais vous êtes chiant. Pourquoi vous êtes... Je vous jure que ça me choque. Ça me choque. La scène du Val me choque. Ça me choque, on est vraiment une meuf avec 2 chiens. Mais quand je vous dis personne, c'est personne. Il n'y a même pas un garde. Il n'y a même pas un garde. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vide. Je n'ai jamais vu un château aussi vide dans Game of Thrones. En fait, je suis désolée, ça peut vous paraître des détails. Pour vous, je vous jure que pour moi, ce n'est pas un détail. Parce que pour moi, ça me sort de l'immersion, en fait. Je suis désolée. Game of Thrones, dans la première saison, c'est pas le budget de House of Dragon saison 3. Mais regardez comment on a plein de détails. On a plein de gens autour. Et c'est comme ça que ça devrait être. Si tu veux adapter une série de cette envergure, avec un tel budget, je suis désolée. C'est impossible de me faire un château comme celui dans le Val et de me le faire vide. On parle pas de Harrenhal où vous avez une bonne excuse pour que le château soit vide. On parle du Val. Ça m'a vraiment choqué que le château soit vide. Je trouve aussi, excusez-moi, que la discussion entre Jane et Daemon était très bizarre, qu'elle faisait très Netflix. 2 gens qui se provoquent. Le jeu d'acteur de Matt Smith. Désolée, je ne suis pas fan dans cette scène-là. Son délire comme ça. Enfin, vraiment, je ne suis vraiment pas fan du dialogue durant cette scène-là. Bon, à la limite, parfois j'ai un peu aimé le côté piquant de Jane Arryn, mais encore une fois, ça c'est une critique plutôt générale. Je trouve qu'il y a plein de trucs qu'on ne mentionne pas, et je ne comprends pas que ce soit pas mentionné. Là, on est au Val. Je vous rappelle que la première femme de Daemon faisait partie d'une des maisons, qui était un des vassaux de la maison Arryn. Je rappelle également que la mort de la première femme de Daemon est très suspecte, en tout cas dans la série, et que on est jusqu'à partir accuser Daemon face à face, qu'il a assassiné sa femme, d'accord? C'est sûr que les personnes qui font partie de la famille de la première femme de Daemon ont porté des accusations, des revendications, devant le grand seigneur, donc devant les Arryn, donc devant Jane Arryn. Comment ça se fait que ça n'est pas mentionné? Comment ça se fait que l'animosité qui est censée avoir entre Jane Arryn et Daemon n'est pas mentionnée, alors qu'elle l'est dans les livres? Quand elle est à un moment différent dans les livres, c'est-à-dire que quand la femme de Daemon meurt dans les livres, c'est pas Daemon Daemon ne la tue pas dans les livres par contre. Daemon va faire une réclamation, il dit que du coup l'héritage de sa femme c'est le sien. La famille refuse et du coup il va faire une réclamation devant les Arryn, donc les grands seigneurs. Et à ce moment-là, Jane Arryn lui dit qu'il n'est pas le bienvenu au Val et qu'il doit se barrer de là. Quand Jane Arryn soutient Rhaenyra, elle souligne bien qu'elle n'est pas en accord avec son choix très douteux pour les hommes, en faisant référence à Daemon, et qu'elle n'a pas du tout apprécié la manière dont Daemon a traité sa première femme. Je rappelle que Daemon allait partout en disant que sa première femme était The Bronze Bitch. Pourquoi c'est pas mentionné? Pourquoi il y a que l'animosité de Jane envers Rhaenyra du fait qu'elle lui a envoyé un bébé dragon qui est totalement compréhensif? Je suis très contente qu'ils ont mis cet ajout-là dans la série. Mais pourquoi la première femme de Daemon n'est pas mentionnée? Pourquoi on est à la moitié de la saison 4 et on nous a toujours pas mentionné Jaehaerys, le fils de Aegon et Helaena? Et la mort atroce. Pourquoi Blood and Cheese est devenu un Lost Media? On nous répète depuis 2 épisodes que Aegon a tué les Ratcatchers, donc les tueurs de rats, et que du coup il y a plein de rats partout dans le royaume. Pourquoi on nous rappelle pas pourquoi Aegon les a tous tués? Peut-être parce que ton mari, Rhaenyra, a envoyé des gens assassiner son fils dans son petit berceau. C'est dingue ça, c'est pas mentionné. Et comment ça se fait qu'on nous mentionne toujours pas Luke? Comment ça se fait que Jace n'est toujours pas mentionné? Pourquoi? Je crois, en vrai, désolé, mais je crois que quand même le pire reste Jaehaerys. C'est jamais mentionné. Je trouve ça aberrant. Après ça, on a la scène entre Daemon et Rhaena. Ça aussi, j'en ai parlé dans une vidéo. En fait, je vais essayer d'aller assez rapide parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, le fait que Caraxes emmène Daemon vers Ship Taylor et Rhaena, personnellement, je suis pas contre. Juste, si vous avez une explication selon vous, pourquoi est-ce que Caraxes aurait fait ça? Parce que Caraxes n'est pas lié à Rhaena, Caraxes n'est pas lié à Ship Taylor, et au contraire, il a une certaine animosité envers Ship Taylor. Donc, pourquoi est-ce qu'il voudrait aller à un endroit où il y a un dragon dont il n'a pas l'air d'être heureux de sa présence? Et je sais que Rhaena est la fille de Daemon. Reste qu'à ce moment-là, Daemon est dans l'ignorance, donc il n'y a rien qui pousserait son dragon qui ressent ses émotions à aller vers Rhaena.
C'est pas logique. Après, encore une fois, ça vraiment, je mets de l'eau dans mon vin. Peut-être qu'il y a vous avez une hypothèse que moi je n'ai pas vue, enfin, ou que je n'ai pas en tête, ou que j'y ai pas réfléchi, qui expliquerait pourquoi Caraxès emmène Damon à cet endroit-là. Si vous l'avez vraiment de bonne foi, je veux vraiment l'entendre en commentaire. Comment vous analysez cette scène entre Damon et Caraxès, de leur lien, qu'est-ce que ça nous dit sur ce lien-là, et surtout, à votre avis, ce qu'ont pensé les scénaristes en écrivant ces scènes-là, en faisant en sorte que Caraxès désobéisse à Damon pour l'emmener à l'endroit où il y a Rhaena et Chip Steller. Sachant que Damon, du coup, ne sait pas qu'il y a Rhaena, donc Damon ne ressent pas le besoin d'aider sa fille, et que les dragons s'inventent pas des besoins, ils ressentent les besoins de leur maître. Donc, je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé le plan où on a Chip Steller qui crache du feu et qu'on voit toute la silhouette de Rhaena qui sort. Bien évidemment, on voit Rhaena dans un état... Voilà, ma théorie, c'est qu'elle s'est coupé les cheveux elle-même pour pas qu'on ne la reconnaisse, pour pas qu'on reconnaisse que ce soit la princesse, qu'elle était très valérien. C'est toujours pas dans cet épisode que Damon va gagner le trophée du meilleur père. Le fait qu'ils lui disent « tu devais accompagner mes fils », en créant ainsi une distinction entre Baela et Rhaena et Aegon et Viserys, ça renvoie encore plus le message à Rhaena « tu ne fais pas partie de cette famille, voilà, tu es rejetée ». Une fois, on retrouve le problème des failles scénaristiques, du fait que les scénaristes essayent de tout mélanger, de donner un peu les histoires de tout le monde à tout le monde. Et notamment Rhaena, on sait qu'ils se sont inspirés de l'histoire de Horty de Needles, parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'histoire de Horty de Needles. Il y a juste des inspirations. Ils ont juste donné le dragon de Needles. Et le fait que Rhaena dise, du coup, pour expliquer à Damon comment est-ce qu'elle l'a revendiqué Chip Steller en lui disant bah, « en fait, je lui ai juste donné du mouton, mais tu mens !» Les gars, si vous allez revoir toutes les scènes entre Chip Steller et Rhaena, jamais Rhaena a donné un mouton à Chip Steller. Il y a juste Chip Steller qui est venu une fois avec 2 moutons et qui en a donné un à Rhaena, mais pas l'inverse. Et à ce moment-là, le lien est déjà créé avec le dragon. Donc c'est pas ça qui lui a permis de revendiquer un dragon sauvage. Ce qui est la question que Damon pose en fait. Comment est-ce que t'as fait pour revendiquer un dragon sauvage? C'est pas ça. Non seulement tu lui as pas donné de mouton, et même si on prenait l'exemple de la scène où il t'a donné du mouton, votre lien était déjà créé, vous étiez déjà partis ensemble, vous avez déjà volé ensemble. Donc bon, en fait, ils ont juste voulu faire une référence avec Needles, ce qui m'a juste encore plus énervée, parce que dans les livres, pour rappel, Horty, c'est celle qui va revendiquer Chip Steller, et en fait, on a un doute sur ses origines, on ne sait pas qui est son père, donc elle pourrait tout à fait avoir du sang Targaryen, comme elle pourrait tout à fait ne pas du tout en avoir, en fait. Et la manière dont elle va revendiquer le dragon est assez spéciale. Là où dans les autres c'est assez instinctif, voilà, il y a un lien d'âme qui se crée entre les deux. Elle va en fait donner du mouton à Chip Steller régulièrement, ce qui va faire que Chip Steller va s'habituer à sa présence et va l'accepter comme maîtresse. Donc ça accentue encore plus l'idée qu'elle n'a pas du tout du sang Targaryen ou Valerian, et qu'elle n'a pas créé un lien avec le dragon d'âme à âme, mais c'est juste qu'elle l'a apprivoisé comme on apprivoisionnerait un animal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était un clin d'œil à Needles qui m'a juste encore plus énervé parce qu'en plus il était mal fait et qu'en plus vous avez menti. Après aussi, je trouve que l'obsession avec les scénaristes de dire que c'est la honte pour Rhaena de ne pas avoir de dragon à ce moment-là de sa vie, notamment avec la phrase A Targaryen without a dragon, donc une Targaryenne sans dragon, quelle honte. Je rappelle que Rhaena, c'est la jumelle de Baela, donc elle est née à peu près en même temps que Jace, donc elles ont quoi, 15 ans? Je rappelle quand même que le premier fils du roi Daenerys a revendiqué Caraxès à 17 ans. Je rappelle que le père de Viserys et de Daemon a revendiqué Vhagar à 16 ans. Que leur mère a revendiqué Maelys à 15 ans. Il n'y a rien de choquant pour Rhaena de ne pas avoir revendiqué un dragon à ce moment-là. Ça n'a absolument rien de choquant. Même si on prend l'exemple de Aegon the Uncrowned, il a revendiqué son dragon à la mort de son père Aemys. Donc pareil, je crois qu'il avait 15 ans, un truc comme ça. En tout cas, il était jeune. Donc je ne comprends vraiment pas cette phrase, parce que quand tu regardes le lore, l'univers, non, ça n'a pas du tout de honte. Déjà, à cet âge-là, de ne pas avoir revendiqué de dragon. Et il existe plein de Targaryens qui n'avaient pas de dragon à l'époque où il y avait des dragons. Si on prend encore une fois le règne de Jaehaerys, parmi ses enfants, on en a plein qui n'ont pas de dragon. Daela, Vaegon, Maegel, Gael, enfin, il y en a plein. Viscera, elle avait pas de dragon non plus, Saïra n'avait pas de dragon. Ça n'a jamais été considéré comme une honte, en fait, je comprends pas. En tout cas, comme je vous ai dit, moi je trouve que c'est inexplicable d'avoir supprimé Needles comme personnage. Il n'y a rien qui excuse ça, on aura beau me dire, moi je trouve ça intéressant, l'histoire de Rhaena dans la série.
cette histoire elle pouvait totalement être écrite sans supprimer le personnage de Horty. Ils auraient pu lui donner un autre dragon sauvage, ils auraient pu lui donner Grégos, ils auraient pu lui donner Cannibal, qui est un dragon que tous les fans veulent voir. Et je pense aussi que vous êtes satisfait de ça, parce que vous savez pas ce que vous aurez pu avoir. En tout cas, c'est des scénaristes qui sont censés être bons pour avoir une aussi grande série entre leurs mains. Je pense qu'ils auraient été... Normalement, ils seraient totalement capables d'écrire une intrigue politique dans le Val pour Rhaena. Mais non. Donc, encore une fois, pour moi, je vais pas me satisfaire du minimum. Non. Mais après, j'attends de voir la suite. Ce que je suis vraiment curieuse, c'est pas comment est-ce que ça va être géré pour Rhaena. Ce que je suis vraiment curieuse, comme j'ai dit précédemment, c'est de voir la réaction de Rhaenyra quand elle va apprendre cette vérité. Est-ce que c'est vraiment le moment de bascule où elle va complètement devenir folle parce qu'elle va pas supporter que Daemon lui ait menti, qu'il s'est joué d'elle, qu'elle va avoir l'impression d'être passée pour une débile? C'est vraiment ça que j'attends de voir dans les prochains épisodes plutôt que de voir comment est-ce que Rhaena va être développée. Avant de conclure cette vidéo, parlons du coup de Alicent et de Helaena. Je pense que c'est les deux dernières choses que j'ai envie de parler, en fait, ou en tout cas que j'ai encore des choses à dire. Parlons d'abord de la scène entre Alicent et Rhaenyra. Déjà le fait que Alicent balance des infos à Rhaenyra durant cette scène-là, alors qu'elle-même est effrayée à l'idée que Rhaenyra va tuer son fils Daemon. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle essaie de se montrer de bonne foi devant Rhaenyra pour se dire peut-être qu'à la fin, elle va changer d'avis et qu'elle va épargner mon fils parce que j'ai été de bonne foi. Mais en fait, je répète encore une fois à Alicent, épargner Daemon, c'est l'envoyer au mur. Et est-ce que tu penses que vraiment c'est épargner ton fils de 15 ans, de lui priver de tout avenir, de lui priver d'un mariage, de lui priver d'avoir des enfants? Je crois pas. Je crois pas que le mur soit une meilleure fin en soi pour lui, en fait. Donc, tu as tout intérêt, en fait, que Hormoon gagne cette guerre-là. Ici, les scénaristes ont inventé une excuse de ne pas avoir intégré Daemon durant la saison 1, la saison 2, et du fait d'avoir changé le fait que Daemon est censé partir à 13 ans à Old Town et qu'en fait là il part à Old Town quand il est un bébé, en créant cette fameuse excuse à Alicent que elle a donné 3 Targaryens à Viserys et vous comprenez, elle voulait donner un Hightower. Pourquoi est-ce que tu voulais donner un Hightower? Moi en fait j'aurais aimé que ce soit plus poussé. Pourquoi est-ce que ça volonté de donner un Hightower? Je veux dire c'est quelque chose qui est fait par Hormoon a des fils. C'est pas comme si genre la lignée allait s'éteindre. Donc je comprendrais pas pourquoi Alicent voudrait faire un Hightower. Ok. Après, ça pourrait coller à sa personnalité dans la saison 1 ou la période où on l'aimait, où elle était du coup, où elle retrouvait son attachement à sa famille, ses racines, et qu'elle voulait absolument défendre les Hightower plus que les Targaryens, et ça se montre notamment au fait qu'elle porte énormément de vert à ce moment-là dans la série. Elle se réapproprie son appartenance. Ce n'est pas une Targaryen, c'est une Hightower, et de toute façon, elle ne sera jamais traitée comme une Targaryen à part entière, et toujours comme une Hightower, donc autant appartenir à ce groupe-là. Ok, pourquoi pas. Ce que je trouve dommage, c'est que les scénaristes ont saboté eux-mêmes cette même idée, parce qu'en soi, quand tu regardes House of Dragon, tu n'as pas l'impression que Alicent a donné 3 Targaryens. Tu as l'impression qu'elle a donné 3 Hightower. Le fait qu'en fait Aegon et Aemond portent du vert, alors que si c'était des Targaryens, ils sont censés porter du noir et du rouge, ce qui est le cas dans les livres, mais qui n'est pas le cas dans la série, ce qu'on répète depuis le début en plus, que Aegon n'est pas censé porter du vert. Aegon est censé porter du noir, c'est un Targaryen. Lui-même, il ne se revendique pas Hightower. Parce que, encore une fois, ce n'est pas une guerre Hightower-Targaryen, c'est une guerre intrafamiliale, Targaryen contre Targaryen. C'est dit dans le premier épisode de la saison 1, la seule chose qui pouvait détruire la famille Targaryenne, c'était elle-même. Donc en fait, c'est déjà pour cet aspect-là, c'était très dommage de faire en sorte que Aemond et Aegon portent du vert parce que ça donne vraiment Hightower contre Targaryen, c'est pas le cas. Mais du coup, ça démontre pour moi complètement l'idée que Alicent voulait un Hightower. Parce que en fait, tu as fait de Aegon et Aemond des Hightower. Ils portent du vert. On voit notamment dans la scène du banquet, dans la saison 1, qu'ils doivent faire leur prière avant de manger. Donc c'est quoi en fait le truc? C'est que pour elle, dans son esprit, être un Hightower, c'est être un gentil, être un Targaryen, c'est être un méchant. C'est dans les valeurs. Je sais pas, j'avoue que j'ai du mal à comprendre cette idée-là. Parce que c'est pas comme si en fait elle avait fait ces 3 Targaryens et qu'elle les avait qu'elle avait abandonné l'idée de les intégrer dans les traditions des Andals, dans la foi des Sept et tout. Non, elle a tout fait pour que ces 3 Targaryens, comme elles disent, collent parfaitement aux coutumes, aux mœurs des Hightower, jusqu'à ce qu'ils portent, aux prières, leur foi, leurs mœurs. Donc, en quoi tu as fait 3 Targaryens et un Hightower? Depuis le début, tu avais en tête de faire que des Hightower. Et enfin, dans une des dernières scènes, on a enfin le retour de Maelor. Si vous savez pas, dans les livres, Aegon et Helaena sont censés avoir 3 enfants, les jumeaux et le petit dernier, Maelor.
Il est censé être présent durant Blood and Cheese, et en fait on demande à Elena pas de lui dire qui est le fils entre les deux jumeaux, mais plutôt de lui indiquer qui est-ce qu'elle souhaite perdre entre Jaehaerys et Maelor. Et en fait elle va choisir le petit Maelor qui a genre 3 ans, parce qu'elle se dit il est trop petit pour comprendre, et surtout je ne peux pas choisir Jaehaerys parce que c'est l'héritier. Et au final ils vont couper la tête de Jaehaerys en murmurant au petit Maelor, tu vois, petit, ta mère te veut mort, et c'est à ce moment-là que Elena va rentrer dans une très grande dépression, parce que... elle n'ose plus regarder son fils droit dans les yeux en fait parce qu'elle l'a sacrifié. Ils ont supprimé Maelor et ça c'est quelque chose qui avait énormément mis en colère George R. R. Martin. C'est une des seules choses qu'il a critiqué dans la série quand il a écrit son blog, alors que ça se voyait clairement qu'il avait d'autres critiques à faire. Et je pense que c'était tellement le truc le plus important qu'il n'a parlé que de ça, parce que ça efface plein d'effets papillons dans la série, d'enlever Maelor. Et en fait, Ryan Condal faisait que de dire à George R. R. Martin, t'inquiète, il y a une solution. La solution de Ryan Condal, c'est donc de faire de Maelor un nouveau-né. Très bien. Surtout que, notez mes mots, moi je suis persuadée qu'elle va perdre Maelor en couche. Que ça va être un mort-né. Sinon, ça en compte dans un deuxième problème, c'est le fait qu'ils se plaignent de pas mettre plein d'acteurs par manque de budget, mais vous allez mettre un bébé dans la série. J'y crois absolument pas. Et vu que j'y crois absolument pas, pour moi, c'est un bébé qui va mourir lors de l'accouchement. Ma petite théorie d'ailleurs, on en reparlera la prochaine fois, je verrai si j'ai raison, c'est que maintenant que Alicent sait que Elena est enceinte, elle va refuser d'attendre comme lui a demandé sagement Rhaenyra, et elle va aller demander au maître Orwyle de les faire partir en cachette. Et je pense comment est-ce que elle et Elena vont partir en cachette, elles vont découvrir l'existence du petit chemin secret qu'il y a dans la chambre, parce que n'oubliez pas, elle crèche dans la chambre, dans l'ancienne chambre de Rhaenyra. Chambre que l'on sait grâce à Rhaenyra dans la saison 1, quand elle est jeune, qu'il y a un passage secret qui permet d'aller dehors. Je pense honnêtement qu'elle va demander au maître Orwyle de les aider, et que c'est lui qui va lui révéler l'existence de ce chemin caché, et que donc elle va essayer de fuir avec Elena. C'est ma théorie de ce qui va se passer par la suite. Je pense qu'après, Elena va accoucher et qu'elle va perdre le bébé en couche, et que c'est peut-être ça qui va la faire vriller et tomber dans une très grosse dépression. C'est vraiment ma théorie à moi. Personnellement, je pense qu'à ce stade-là, il fallait complètement supprimer Maelor. Vous l'avez déjà fait, on vous a déjà insulté par rapport à ça. Je ne vois pas en quoi rajouter un bébé serait une solution en fait. Franchement, je ne vois pas. Et je trouve ça que c'est tellement du foutage de gueule, parce que si vous pouvez intégrer un bébé, pourquoi ne pas l'avoir fait dès le début, en fait? Pourquoi attendre maintenant? Et donc, au final, vous avez bien le budget. Parce que c'était l'excuse qu'ils avaient sorti à George R. R. Martin pour ne pas mettre Maelor. C'est que pour l'instant, le budget ne le permettait pas. Donc, vous avez pas le budget. Moi, je suis sûre qu'ils l'ont pas. Et c'est pour ça que Elena va mourir en couche. Et même, je pense qu'ils veulent pas se casser la tête à écrire un scénario avec un bébé dans l'histoire. C'est super compliqué. Enfin bref, je crois honnêtement que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Je pense sincèrement cette fois-ci que c'est une vidéo qui est beaucoup plus courte que les autres. Honnêtement, c'est un épisode qui est très mid de mon côté. J'attends l'épisode prochain, je ne sais pas si ça va s'améliorer, aucune idée. Vous savez que j'évite au maximum les spoils sur la série. Je pense qu'il n'y aura aucun épisode qui sera d'une très grande qualité pour moi, parce que quand les fondements sont pas bons, le cheminement ne peut être que mauvais également. Mais bon. C'est très mid en fait cet épisode-là, je ne saurais quelle note lui donner. Parce que s'il y a quelques trucs que j'aime bien, donc Aegon, Ulf, il y a des trucs en fait je suis tellement contre que ça passe pas pour moi en fait. Mais bref, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 5. Et il nous reste plus que 4 épisodes dans la série, hein, on a vraiment fait la moitié.